Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Alors, cette conférence étant enregistrée, les conversations privées le seront aussi. Ce qui fera très mauvais effet à la réécoute. Oui, mais les conférences qui commencent par une menace ne sont jamais bien écoutées. Bon, je retire ma menace, à condition que les conversations privées s'arrêtent. Bon, nous étions, mesdames et messieurs, les chers adhérents, j'espère, hier à Troyes, où nous avons soulevé les foules, enfin une partie. L'autre partie, celle qui n'est pas venue donc, a été bien punie. Voilà. Parce qu'elle a raté une conférence dont vous allez profiter pleinement, celle de Madame Danielle Linard, qui va vous décortiquer toutes les fourberies patronales pour garder les salariés ou les travailleurs dans un état, comme on dit, de sujétion. Vous comprenez ça? Afin de les aider à accepter leur état de dépendance. Et c'est, je crois, ce qu'avait déjà observé un nommé Étienne de la Boétie, il y a fort longtemps, quand il avait écrit son livre, ou son pamphlet sur la servitude volontaire, sauf qu'il pensait que c'était il pensait patronal déjà, parce qu'il pensait que c'était une servitude volontaire, c'est-à-dire voulue par les gens. Enfin, c'est plus compliqué que ça. Alors, j'avais aussi envie tout à l'heure, Madame Gisèle Manaval, ici présente, co-présidente de l'UPOCO, va vous présenter Madame Linard. Et j'avais aussi envie de vous dire quelques mots sur notre Assemblée Générale, qui vient d'avoir lieu le 10 mai dernier à Troyes, et c'est pour vous faire état de l'activité de l'Université populaire qui dure depuis 10 ans, tenez-vous bien 10 ans, et qui ont permis à différents publics, d'ailleurs c'est notre université publique, c'est une sorte de service public culturel que nous assumons, et ça leur a permis de participer à 159 conférences, toutes originales, éclectiques, laïques, progressistes, comme d'ailleurs celle de ce soir, qui est basée sur la question du travail, et c'est la spécialité de notre ami Danielle Linard que nous avons invité, qui est chercheuse en sciences sociales, et donc Gisèle va en parler un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire que tu as dit l'essentiel, donc Danielle Linard est... Donc si j'en fais état, c'est parce que nous nous apercevons à chaque fois de l'utilité émancipatrice de ces conférences. Alors je vais vous donner quelques notes sur notre calendrier qui va finir. Alors ça ne sera pas à Romilly, je m'en excuse, et c'est peut-être une incitation à ce que les Romillons fassent un effort pour animer plus de conférences à Romilly, parce qu'on en a fait combien? 2? C'est la deuxième, je crois, de la saison. Non? Si, il y a Vasseur qui est venu. Voilà. Donc, le 6 juin, à Troyes, dans la salle, viendra un inventeur, il va débarquer évidemment le 6 juin, celui du site archéologique de Lavaux, il s'appelle M. Bastien Dubuis, et il a trouvé dans la terre, en fouillant, un chaudron. Alors peut-être il a aussi trouvé des casseroles qui seraient très utiles pour cette journée de manifestation du 6 juin. Le vendredi 23 juin, attention, c'est un vendredi pour ceux des Romillons qui voudraient venir à Troyes, nous recevons Roland Gori à Pont-Sainte-Marie, salle de ça s'appelle la MAC, c'est la Maison des Arts et de la Culture, et Roland Gori va continuer à sa façon le travail de Danielle Linard, vous verrez pourquoi, et il sera aussi le soir au Cinéma Utopia, c'est-à-dire qu'il va faire 2 interventions, et au Cinéma Utopia à Venteurs, c'est un nouveau cinéma qui s'est construit à Pont-Sainte-Marie, dont on parle beaucoup maintenant, pour commenter son film, c'est pas son film, un film qui a été tourné sur son travail de psychanalyste. Et l'an prochain, nous recommencerons nos conférences, on l'espère,
avec l'aide des Remillons, parce que la première conférence va parler du sport olympique. Sport olympique, et il y a par exemple ici Danny Bouteiller qui est un club, qui s'occupe d'un club, mais il n'est pas le seul, et il m'en a parlé, peut-être qu'il pourra faire une intervention lors de cette conférence. Alors on va parler du sport olympique, de l'eau, du secours populaire qui était autrefois le secours rouge. On va parler aussi de l'intelligence artificielle, une grande question qui utilise, vous le savez, uniquement le virtuel, mais cependant fait couler beaucoup d'encre. Ça n'avait pas fait rire les gens, mais il y a quand même une plaisanterie, n'est-ce pas? Bon, ça fait rien. Enfin, il faut que mon trésorier m'a dit surtout pas de parler de notre trésorerie parce qu'elle était un petit peu en déficit cette année. Donc il faut faire un effort, chers amis Remillon et Remillonne, en adhérant, en nous offrant votre modeste cotisation qui est de 12 €. Mais ceux qui ont honte de donner si peu peuvent donner davantage. Alors c'est indispensable pour nous, sachez-le, parce que c'est un carburant propre, sans sucre ajouté, et ça sert à alimenter notre machine, à inventer le monde de demain. Vous verrez que cette conférence va vous permettre de réfléchir, parce que c'est une conférence totalement scientifique, il n'y a pas de mot d'ordre politique. On avait fait venir à Troyes un nommé Marc-André Sellos, qui est un savant et qui nous avait parlé simplement des sols, de la terre, l'état de la terre. Il n'avait fait aucune injonction à personne, il n'avait pas dit Macron c'est un cochon, il n'avait rien dit de mal, il n'avait pas fait un mot de politique. Et à la fin de sa conférence, tout le monde avait compris que ça ne pouvait pas durer comme ça, quoi. Et bien je pense qu'avec Daniel Linard, ça sera un peu pareil. Donc il y a aussi une excellente nouvelle pour finir. À la fin de cette conférence, vous pourrez ouvrir votre portable. Voilà, je passe la parole à notre amie Gisèle. Donc Daniel Linard est sociologue du CNRS et a consacre son travail au travail. Ses recherches au travail. Et donc, voilà, moi je pensais bien connaître la taylorisation, la division du travail, jusqu'à la conférence d'hier où je me suis aperçue que pas du tout. C'était vraiment très insuffisant parce que les techniques de domination des salariés sont bien plus importantes que ce que je ne croyais. Et donc, par la suite, le capitalisme, qui n'est jamais en mal de recherche dans ce domaine-là, a trouvé de nouvelles techniques managériales que vous avez étudiées et qui sont tout aussi impitoyables, donc actuelles et impitoyables. Donc, avec Daniel Linard, nous allons faire une plongée dans le monde des humains, des gestionnaires d'entreprise. Voilà. Merci. Vous savez que vous êtes ici dans la salle Gaston Momousseau, qui était un syndicaliste résistant et qui a quelques rapports avec ce que va dire Daniel Linard. Mais non, mais il ne pas que... Mais restez ici, pourquoi vous disparaissez là? Donc je veux dire, non, c'est bien. Voilà. Bon, voilà, c'est j'ai peur. Toute seule, j'ai peur qu'ils m'agressent s'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Vous allez me défendre? Oui. Hein? Oui. Bon. Alors, bonjour. Et donc, je vais essayer en 1 heure, d'ailleurs, ça serait bien que quelqu'un contrôle l'heure, de vous présenter un peu le modèle managérial dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Et ce modèle, en fait, il a commencé à se mettre en place à la fin des années 1970, au tout début des années 80. Et en réalité, ce modèle, il a commencé à être pensé et à se mettre en place dans l'après-mai 68. C'est en réalité la recherche patronale d'une sortie par le haut, ce qui avait été vécu comme une défaite énorme, c'est-à-dire 3 semaines de grève générale en 68,
avec occupation d'usine, parce qu'on se souvient bien des événements des étudiants, la révolution des mœurs, le début du féminisme, la remise en question de l'autorité, du pouvoir, etc. Mais il y a eu quand même une immense grève générale de 3 semaines, avec occupation d'usine, ce qui était la plus longue grève générale du XXe siècle, plus que pendant le Front National, le Front Populaire, pardon. Non mais ouais, c'est ce que je disais hier, mais c'est pas inintéressant de se remémorer et de se remettre un peu dans l'esprit de cette période, parce qu'on comprendra mieux l'urgence et l'impératif auquel était confronté le patronat, qui devait trouver véritablement une solution pour pouvoir continuer à exploiter la main-d'œuvre dans ces entreprises au sein de l'ordre social capitaliste. C'était une vraie question. Le général de Gaulle, qui était président de la République à l'époque, avait disparu pendant 3 jours de la scène publique. Il est allé s'informer de la fidélité de l'armée française auprès du général Massu, qui était stationné à Baden-Baden. Et les historiens expliquent que le général de Gaulle était venu avec son épouse Yvonne, mais dans un hélicoptère, mais qu'il y avait un autre hélicoptère où étaient aussi ses 2 fils, parce qu'il pensait qu'il fallait les mettre à l'abri de ce qui pouvait être le début d'une guerre civile. Et il paraît que le général de Gaulle a demandé au général Massu de ne pas exclure l'éventualité d'une exfiltration. Voilà. Alors, pour vous dire de quel moment il s'agissait, c'est-à-dire, d'ailleurs, le patronat était complètement bouleversé, et ils se sont vraiment dit qu'il fallait essayer de mobiliser toute l'intelligence qui existait auprès de conseillers à l'époque, des économistes, des philosophes, des psychologues, pour essayer de trouver une solution qui ne soit pas une solution brutale, parce qu'ils ne pensaient pas pouvoir instaurer un régime autoritaire dans les entreprises, ils ne le désiraient pas, ils voulaient trouver des modalités légitimes pour continuer à exploiter la force de travail, pour exploiter la main-d'œuvre dans les entreprises. Donc ça a été vraiment un moment très 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 décisif, et du coup a commencé à se constituer une pensée patronale alternative, et on a vu à la fin des années 70 les premiers dispositifs se mettre en place et alimenter en fait ce qu'on peut appeler un premier socle ou un premier pilier du modèle qui allait se mettre en place. Et ce premier pilier, on peut le nommer, c'est l'individualisation de l'organisation du travail et de la gestion des salariés. Parce que auparavant, il existait ce qu'on appelle des collectifs informels de travailleurs qui ne sont pas inscrits dans les organigrammes, mais qui étaient extrêmement présents au cours des 30 Glorieuses, dans les années 40, de 45 aux années 70, et ces collectifs avaient joué un rôle assez déterminant dans l'alimentation des idées contestataires de la révolte de mai 68, et il avait d'ailleurs, ces collectifs étaient un peu avaient marginalisé plutôt les organisations syndicales. Ce ne sont pas les organisations syndicales qui avaient déclenché mai 68, c'était plutôt ce qu'on appelait des grèves du ras-le-bol. C'était des ouvrières et des ouvriers qui très spontanément disaient on ne peut plus continuer à travailler comme ça, on ne veut plus, il y en a marre. Voilà, le mot d'ordre c'était ras-le-bol, on en a marre. Et du coup les syndicalistes couraient derrière et disaient voilà, on fait grève, on va aller négocier avec la direction des augmentations de salaire. Mais en réalité il y avait déjà une distorsion, enfin disons un décalage entre les revendications des organisations syndicales et les aspirations de la base, parce que la base voulait un autre type de travail, ne plus perdre sa vie à la gagner, voulait pouvoir se retrouver dans le travail, se reconnaître et être reconnu dans le travail. Plus de dignité, c'était un mot qui revenait beaucoup à l'époque. On veut de la dignité et du respect au travail, c'est extrêmement important. Et les organisations syndicales, elles, n'étaient pas du tout prêtes à ce genre de revendications. Elles étaient extrêmement armées pour demander des augmentations de salaire. D'ailleurs, mai 68 s'est soldé par une augmentation générale de 30% d'augmentation du SMIC à l'époque, ce qui en réalité ne résolvait pas du tout les plus bas. Oui, pour le SMIC, oui. Ce qui... Il y avait différents
salaire minimum par branche. Et en Haute-Marne, c'était le double. Ah oui, carrément. Oui. Et oui, non, bah, c'était un triomphe. C'était un triomphe. Enfin, et les syndicats étaient absolument triomphants quand ils revenaient dans les usines pour dire on reprend le travail, on a gagné, et puis ils se sont heurtés à des grévistes qui disaient non, c'est pas ce qu'on voulait. Évidemment, on est content de cette augmentation, mais c'est pas ce qu'on voulait. On voulait une autre vie au travail. Bon. Mais donc, le patronat avait senti que c'était lui qui était interpellé, que les organisations syndicales ne trouveraient pas les modalités pour refaire rentrer les gens dans les usines. Non, parce qu'il y avait vraiment un décalage. C'est le début de la déconfiture syndicale. Il faut le voir tel que. Et du Parti communiste aussi. Le Parti communiste qui atteignait plus de 22% aux élections présidentielles pendant les 30 Glorieuses, qui est passé aux chiffres un peu dramatiques qu'on connaît maintenant, la CGT qui avait un nombre d'adhérents extrêmement important, et les autres syndicats aussi, ils ont commencé à baisser véritablement et avoir une importance nettement moindre dans la vie politique française à partir de mai 68. Ça a véritablement rebattu les cartes d'une manière fondamentale. Bon. Mais donc le patronat, lui, a essayé de trouver des solutions. La CGT, CFDT, etc. aussi, ils ont essayé de réfléchir, mais ils ont été un petit peu à la remorque, il faut le dire, de l'inventivité patronale qui allait très vite, et ils ont trouvé une solution. C'était d'ailleurs aux assises patronales à Marseille en 1974. Le patronat a dit, les mots d'ordre maintenant qu'on va envoyer dans les états-majors industriels, c'est atomisation. Atomisation, voilà. Ça, c'était ce qui a constitué le premier pilier de l'individualisation, mais une atomisation qui était nécessaire pour inverser le rapport de force qui était devenu insupportable, beaucoup trop défavorable du point de vue du patronat. Il s'est dit on ne peut pas continuer si on n'arrive pas à arracher le consentement d'une autre manière, parce que l'organisation du travail, la gestion des salariés, ça passe pas par l'autoritarisme et les menaces, etc. Mais il faut un certain niveau de consentement. Donc vous avez tout à fait raison de parler de la Boétie, parce que c'est bien ça l'enjeu. Il faut que les salariés acceptent de s'engager dans leur travail. C'est quelque chose qui est absolument déterminant. Donc le patronat se dit il faut à la fois montrer qu'on a compris les aspirations profondes des travailleurs français et en même temps changer le rapport de force. Et l'individualisation, c'est extraordinaire. C'est ce que je disais hier, c'est un véritable cheval de Troie qui s'introduit dans le monde du travail, parce que au niveau de la rhétorique patronale, le discours consiste à dire nous vous avons compris, nous savons ce qui est important pour vous, vous voulez avoir plus de liberté, plus d'autonomie, plus de reconnaissance dans votre travail, mais ça passe évidemment par une individualisation, puisqu'il nous faut pouvoir évaluer la qualité de l'engagement de chacun pour pouvoir le reconnaître. Avant, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des avancements à l'ancienneté, et puis il y avait cette équation fondamentale qui était à travail égal, salaire égal. Bon, donc, disent le patronat, on ne peut pas différencier les situations et reconnaître la qualité du travail de chacun, comme vous le désirez, si on n'introduit pas des différenciations, des singularisations au sein du monde du travail. Il faut qu'on puisse individualiser. Mais évidemment que c'est une inversion du rapport de force, sauf que c'est présenté comme des concessions faites par rapport aux aspirations, par rapport aux besoins fondamentaux des salariés. On va répondre à vos demandes, on va satisfaire vos aspirations fondamentales, et donc nous allons donner à chacun toute l'importance qu'il mérite. Voilà. C'est quand même très intelligent comme manœuvre idéologique. Il ne faut pas perdre de vue qu'à travers le rapport de force, il y a aussi un enjeu et des luttes idéologiques fondamentales. Et là, il faut dire, le patronat français, il a joué une carte gagnante en disant, voilà, on va répondre à votre besoin, à vos besoins, voilà.
on va tout changer. Et ils ont commencé à dire, alors maintenant, c'est un mot qui est très à la mode, disruptif, mais ils disaient, on est en rupture à l'époque, complètement avec l'ancien modèle, on tourne le dos radicalement à l'ancien modèle, et pour vous le prouver, voilà, on va individualiser, etc. Donc ce premier pilier est absolument fondamental, parce que c'est une avancée énorme du point de vue patronal, dans le cadre du rapport de force. Énorme, énorme. Et cette individualisation, elle va progressivement, au cours du temps, devenir une personnalisation, puis devenir une psychologisation, et puis même une narcissisation du rapport de chacun à son travail. Alors comment ça s'est passé pour aller très vite? À la fin des années 70, les premiers dispositifs qui sont mis en place, ça va être, à l'époque, par exemple, les horaires variables. Bon. Alors tout le monde va dire, il est difficile de ne pas considérer que les horaires variables, c'est un peu plus de liberté pour tout le monde, notamment pour les femmes, qui vont pouvoir accompagner leurs enfants à l'école avant d'embaucher. Ben, c'est vrai que c'est un plus. Les organisations syndicales ne pouvaient pas dire non, on est contre. Bon, Or, ça veut dire que les travailleurs n'embauchent plus au même moment. Ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement prendre leur pause ensemble au même moment. Ils ne vont pas tous déjeuner ensemble, parce qu'ils ne vont pas aller déjeuner au même moment. Ils ne vont pas sortir au même moment. Ils ne vont pas partager des moments au café d'à côté où on va échanger des sentiments, des points de vue, des idées, voilà. Bon, tout ça est fini. Et surtout pour les organisations syndicales, elles le disaient à l'époque, elles se sentaient extrêmement pénalisées. Les syndicalistes expliquaient, tractaient une usine de 3 000 à 4 000 personnes, quand tout le monde rentre à la même heure, voilà, on dispose d'une soixantaine ou une centaine de militants, toc, 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 c'est fait en 10 minutes. Ah, mais si les gens embauchent entre 7h et 9h, bon, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué, et toute l'information syndicale, etc., devient un peu plus complexe. Bon, ça c'est un petit exemple qui montre bien l'ambivalence à chaque fois. Ça semble faire des concessions, le patronat semble faire des concessions par rapport aux aspirations pour plus de liberté, voilà. Mais en même temps, c'est vrai que ça a un impact évident sur l'esprit de solidarité, la convivialité, la sociabilité, le sentiment de partager un même destin commun au sein de ces collectifs. Autre petit exemple qui est très illustratif aussi, c'est ce qu'on a appelé à l'époque la rotation des tâches. Alors, le discours patronal, c'était de dire, voilà, on a compris, vous voulez plus de variété dans votre travail, vous voulez pouvoir améliorer vos compétences, ne pas être frappé par la monotonie, donc vous allez tourner et être apte à travailler sur différentes tâches au sein de l'atelier. Très bonne idée, mais ça veut dire qu'il n'y aura plus cette proximité côte à côte dans la durée entre les collègues, les camarades. Ils vont plus être ensemble tout le temps à pouvoir râler ensemble, à pouvoir échanger leurs impressions, leurs sentiments et partager sur la dureté de leurs conditions. Bon, là aussi, donc ça commence à déstabiliser un peu, à vider de leur subsistance les collectifs de travail, voilà. Et puis, progressivement, on va être sur la personnalisation, puisque dans les années 90, on va voir arriver des objectifs individualisés pour chaque salarié. Et des évaluations ensuite individualisées aussi pour chacun, qui seront faites par le N+1, le supérieur hiérarchique immédiat. Voilà. Il faut dire que la révolution de ce point de vue patronal est importante, parce que qui aurait pu imaginer durant les 30 Glorieuses un ouvrier aller tout seul dans le bureau de son chef pour se voir assigner des objectifs personnels? C'était impensable. Ben là, moi j'ai vu dans une usine où je faisais une enquête, une usine où il y avait des chaînes de montage de fabrication de biscuits, des ouvriers qui avaient des opérateurs sur la chaîne qui avaient des objectifs individualisés et des évaluations individualisées, et qui étaient traités sur le mode de la relation client-fournisseur, c'est-à-dire que chaque ouvrier sur la chaîne était considéré comme le fournisseur, donc celui qui était en amont était le fournisseur de celui qui était en aval, lequel était le client, mais le fournisseur aussi de celui qui était plus bas, plus loin dans la chaîne. Et ils consignaient sur un petit carnet tout ce qu'ils pouvaient reprocher
aux fournisseurs. Mais oui, et vraiment une fois j'ai assisté à une bagarre entre deux ouvriers qui se tapaient l'un sur l'autre, et puis j'ai vu arriver le contremaître et même le directeur de l'usine pour les séparer, parce que c'était vraiment une bagarre violente, et le directeur qui me disait « Ah, c'est quand même bizarre, ces deux-là, ils étaient tellement potes avant. » Alors oui, c'est pas les mêmes relations, c'est pas les mêmes... Voilà, c'est quand on était considéré comme le client ou le fournisseur, c'est pas comme le camarade qui partage la même situation de travail extrêmement dure sur la chaîne de montage, et là, chacun a ses objectifs, et éventuellement, chacun aura des primes, et un salaire différent de son collègue, enfin de son camarade, parce que le principe, c'est plus à travail égal, salaire égal, mais chacun aura des primes en fonction de la qualité de son engagement dans le travail, de ses résultats, et ça va introduire de façon extrêmement rapide des modalités de compétition, des modalités de concurrence systématique de chacun avec les autres. Voilà. C'est plus du tout la solidarité, l'entraide, le partage des valeurs, etc. La syndicalisation partagée, où on s'inscrit au Parti communiste, etc. Comme ça fonctionnait comme ça. Quand les petits jeunes arrivaient, on leur dit bon, viens, on va t'expliquer, tu vas prendre ta carte. C'est comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, à partir de ces moments, ça n'était plus du tout le cas. Chacun était livré à lui-même. On va voir ensuite que progressivement, non seulement chacun sera en concurrence avec les autres, mais chacun va être mis en concurrence avec lui-même, parce qu'on va lui demander de se dépasser, toujours de chercher l'excellence, de sortir de sa zone de confort. Je ne sais pas si vous avez entendu ces mots-là, mais ça revient régulièrement dans la littérature managériale. Il faut grandir, il faut se révéler à soi-même, il faut se révéler à sa hiérarchie, il faut savoir prendre des risques, il faut... Ah oui, à un moment donné, on combattait ce qu'ils appelaient les riscophobes. Ceux qui n'aimaient pas le risque, on ne pouvait pas les garder, fallait surtout pas les embaucher, mais on ne pouvait pas les garder. On aimait les riscophiles, on aimait aussi les résilients, ceux qui arrivaient à rebondir après des difficultés, après un échec. Et d'ailleurs, maintenant, il y a certaines entreprises, certaines directions d'entreprise qui confient le recrutement à des consultants, qui expliquent qu'il leur faut trouver des gens, le plus possible jeunes, qui soient résilients et aptes au bonheur. Parce que ça, c'est aussi une nouvelle qualité qui n'est pas également répartie. Mais oui, ça fait rigoler. Mais c'est très grave. Parce que si vous arrivez avec un air un peu trop sérieux, ils vont peut-être se dire « vous n'êtes pas apte au bonheur ». Donc, il faut jouer la comédie tout le temps. Ben oui, c'est absolument dramatique. Moi, j'étais, par exemple, dans un séminaire où il y avait 400 DRH, et c'était vraiment, ça faisait partie de l'enjeu. Comment repérer les gens qui sont aptes au bonheur et qui vont dynamiser votre entreprise, et pas ceux qui vont être un poids pour l'entreprise, parce que justement, ils sont toujours dans le dépressif, la résistance au changement, le manque d'enthousiasme, etc. Donc il faut des gens résilients, il faut des gens aptes au bonheur, il faut des gens qui acceptent de se remettre en question, c'est fondamental, et qui n'hésitent pas à chercher en permanence d'être le plus fort, le meilleur. Voilà. Et d'ailleurs, à l'époque où ça commençait vraiment à s'instaurer, il y avait un relais qui était très évident au niveau de la télévision avec les séries, les reality shows. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les premiers où on mettait en concurrence des gens et ils devaient montrer qu'ils étaient transparents, qu'ils étaient joviales, qu'ils étaient dynamiques. Comment ça s'appelait c'est Love Story. Vous n'avez pas suivi ? C'était exactement le même esprit. Fallait en jouer, fallait montrer qu'on était toujours, on résistait à tout, on se rattrapait sur tout, on était le meilleur et on emportait le pactole à la fin des semaines de compétition. Vraiment, il y avait un reflet au niveau des médias et au niveau de la télévision de cet esprit nouveau qui était censé dominer dans le monde du travail modernisé. C'est vraiment des individus, des personnes qui cherchent à travers
le travail à satisfaire leurs besoins narcissiques, leur ego, et qui se mettent en compétition avec tout le monde et avec eux-mêmes en permanence. Donc cette espèce de dynamisme et du coup de credo total en la direction, puisque c'est elle qui donne les règles du jeu ludique dans lequel vous êtes embarqué et où vous allez vous révéler à vous-même, ou du moins essayer de vous révéler à vous-même. Certains jeunes cadres expliquent dans les interviews que on leur demande est-ce que vraiment on va pouvoir compter sur toi, est-ce que on a raison de miser sur toi parce qu'on pense à toi pour faire une belle carrière chez nous, est-ce que c'est quelque chose qui est voilà, donc il y a ce côté extrêmement intime qui joue sur la personnalité, qui joue sur les émotions, qui joue sur les affects, qui met un peu de côté la professionnalité au bénéfice de ce qu'on appelle le savoir-être. Voilà. Est-ce que c'est la bonne personne? Et d'ailleurs, les recruteurs disent tout le temps, nous sommes à la recherche de la bonne personne. Ils ne disent pas le bon professionnel, la personne bien qualifiée. Non, c'est la bonne personne au niveau humain. D'ailleurs, on parle de gestion des affects, on parle de management des émotions tout le temps, et il y a cette espèce de sollicitation et de manipulation permanente de juste ce qui constitue la profondeur de chacun en tant qu'être, pas en tant que travailleur, pas en tant que salarié, que professionnel. Et ça, donc, c'est quelque chose qui va imprimer de manière très très forte le monde du travail, cette transformation. Il n'y a plus ces collectifs solidaires, le travail n'est plus une expérience socialisatrice où on partage des choses, mais c'est une épreuve solitaire à travers laquelle on se révèle à soi-même, soi-disant, en se révélant à sa hiérarchie, à sa direction. Mais on va voir que cette tendance, cette orientation qui est fondamentale dans le nouveau modèle et qui constitue sa modernisation, qui permet de dire que c'est disruptif, parce que effectivement ça n'avait rien à voir avec le monde antérieur où chacun avait comme l'équation à travail égal, salaire égal. Bon, ça vole en éclats. Eh bien cette dimension, elle va rentrer en contradiction de façon absolument fracassante avec un deuxième pilier qui est celui de l'organisation du travail elle-même. Comment le travail est divisé, comment il est organisé, comment il est pensé. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien de disruptif. La pensée de l'organisation du travail reste fondamentalement inspirée du taylorisme, de la logique taylorienne. Alors il y a des procédures, des protocoles, des process, des méthodologies, des reportings, des codifications, tout ça qui est pensé par des consultants, des experts dans des grands cabinets internationaux. Et ce sont des gens à qui on ne demande pas de connaître la réalité du travail qu'ils vont organiser. Ce sont des gens qui ont un rapport abstrait au travail qu'ils vont organiser. Et ce rapport abstrait, il est nourri aussi de ce qu'on appelle la démarche de benchmarking, que vous connaissez peut-être, où il s'agit de repérer dans le monde entier, dans les entreprises, quel que soit le secteur, les meilleures pratiques qui sont les plus efficaces, les plus productives, les plus rentables, pour pouvoir les déplacer et les installer dans un autre secteur, pour d'autres métiers qui n'ont rien à voir. Hier, je donnais l'exemple qui a été analysé par des collègues sociologues d'hôpitaux qui, pour la réception des patients au service des urgences, avaient introduit la même pratique d'accueil que celle qui fonctionnait très bien à l'aérogare de Roissy pour les voyageurs au départ de voyages aériens. Comme si on pouvait comparer l'état d'esprit des gens qui vont soit faire un voyage d'affaires, soit prendre des vacances, avec ceux qui arrivent totalement déglingués et angoissés aux urgences d'un hôpital. Mais ça, c'est la logique, c'est-à-dire c'est une dimension abstraite, c'est une dimension formalisante, c'est une dimension qui considère que les connaissances peuvent être hyper centralisées et servir pour pouvoir organiser dans un rayon extrêmement large toutes les formes de travail. Donc ça s'arrête. Et pourquoi? Pour essayer de comprendre, il faut effectivement essayer de reprendre les fondements de la pensée taylorienne et de comprendre ses tenants et ses aboutissants, ses objectifs et sa philosophie, son idéologie, comme sa technique. Et comme Taylor était à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle un consultant, je ne sais pas si vous le saviez, aux États-Unis, c'était un consultant
Et donc, en tant que tel, quand il a inventé son modèle, il a beaucoup écrit pour vendre son modèle. Donc on connaît bien. Il y a un fameux bouquin qui s'appelle « La direction scientifique des entreprises » qui est formidable parce qu'il explique absolument tout, toute sa philosophie, toutes ses croyances, toutes ses convictions, et c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'il y a l'idéologie, il y a aussi la technique d'organisation. Il y a les deux. Un modèle, c'est ça. C'est à la fois une technique organisatrice et c'est aussi une pensée et une idéologie. On ne peut pas dissocier les deux. Et on a tendance à le faire. On considère que les modèles sont souvent techniques et on les attaque sur cette technicité, alors qu'ils sont toujours un vecteur idéologique d'une certaine représentation du monde et d'un certain type de rationalité. Alors, Taylor, au XIXe siècle, il fait un constat qui est fondamental, qui est de dire le savoir, c'est du pouvoir. Si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et ça, dit-il, c'est pas possible. Alors, comme c'est un véritable idéologue, il ne dit pas c'est pas possible parce qu'ils vont pratiquer la flânerie systématique, ils ne vont pas être très productifs et ça sera rédhibitoire pour le capitaliste, mais il dit ça va être absolument pénalisant pour la nation américaine, pour le bonheur américain. Et il dit, je me place du point de vue des intérêts supérieurs de la nation, et donc il se place véritablement comme un bienfaiteur de l'humanité. Il se place comme un bienfaiteur de l'humanité, et il dit, si on veut rendre heureux les Américains, il faut qu'ils puissent avoir des biens à disposition en profusion et à des prix abordables. Or, maintenant, quand un capitaliste développe une affaire, il apporte du capital, mais il ne connaît pas le travail nécessaire pour produire ce qu'il veut vendre. Et donc, il est tenu d'embaucher ce qu'on appelle les ouvriers de métier de l'époque, lesquels ouvriers de métier qui sont dans des syndicats de métier extrêmement puissants vont embaucher des compagnons et ensemble, ils vont définir l'organisation du travail. Et Taylor dit, je les comprends bien, à juste titre, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils veillent à avoir une méthode de travail qui soit... qui ne mettent pas en danger leur santé, qui ne les use pas précocement, qui ne leur fait pas risquer des accidents et qui ne les oblige pas de travailler et d'être très productifs, plus productifs que ce qu'ils touchent en tant que tarif. Donc voilà, ils ont tendance à modérer extrêmement sévèrement le rythme de travail et leur productivité. Il leur dit, c'est pas bon, donc on va changer ça. Mais il ne dit pas, on va le changer de façon autoritaire. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, c'est la science qui va décider de l'organisation du travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'organisation. Le taylorisme, on dit, c'est l'organisation scientifique du travail ou l'organisation rationnelle du travail. Taylor dit, donc moi je pars du point de vue des intérêts supérieurs de la nation et je mobilise la science. Et la science, dit-il, elle est neutre, elle est universelle, elle est objective, elle est équitable, elle ne prend le parti ni des uns ni des autres. C'est ce qui est juste, enfin, symboliquement. En fait, c'est faux, parce que on sait que la science se constitue à partir des questions qu'elle se pose. Et les questions qu'elle se pose sont tout à fait liées au type de rationalité dominante, économiquement parlant. Voilà. Donc, Taylor tient tous ces discours et il dit on ne peut pas laisser le savoir aux seuls ouvriers. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les ingénieurs qui vont être recrutés par le patron, qui va être obligé de mobiliser la science, que ces ingénieurs aillent capturer tous les savoirs, les savoir-faire, les règles de métier qui sont mis en pratique par les ouvriers dans les ateliers, les rapatrier autour du patron, et là, ces mêmes ingénieurs, à l'aide de la science objective et impartiale, vont pouvoir décider d'une organisation du travail qui va être bénéfique pour tout le monde. Et même, comme il va être mis en accusation par les syndicats de métier, il va témoigner devant la Chambre des représentants au Parlement américain, et il va dire « Vous n'avez pas à m'attaquer parce que vous êtes malthusien, alors que moi je suis le grand démocrate du travail, je démocratise le travail parce que je le mets à la portée de tout le monde. Vous êtes des ouvriers de métier, vous êtes malthusiens parce que tout le monde ne peut pas tenir ces métiers. »
Et c'est l'époque où il faut savoir que il y a la période de la grande famine du nord de l'Europe et de l'Irlande, et les paysans arrivent par paquets immenses aux États-Unis, et Taylor dit, grâce à moi, ces malheureux vont pouvoir gagner leur vie de façon décente. Voilà. Donc il dit, je suis un démocrate qui travaille pour le bonheur américain et j'utilise la science. Bon. Et il convainc énormément. Il convainc les gens de gauche qui disent, c'est vrai que c'est l'organisation rationnelle, c'est vrai que c'est une organisation scientifique, on ne peut pas la combattre. Par contre, il faut mener la lutte au niveau de la répartition des richesses qui vont être produites grâce à cette organisation du travail très rationnelle et très productive. Et même Taylor dit, il faut augmenter un peu les tarifs des ouvriers parce qu'il y a des bons de 100 à 300% d'augmentation de productivité. Ben on va leur donner 10% de plus d'augmentation de tarifs et on va être gentil avec eux. On prend en considération aussi certaines postures ergonomiques. Il explique tout ça de façon extrêmement sérieuse. Et les gens de gauche ont vraiment ont endossé un peu ces convictions et Lénine va introduire le taylorisme en Union soviétique au début du XXe siècle en disant ça permettra de gagner du temps à la classe ouvrière qui disposera donc de ce temps pour prendre les rênes du pouvoir et assurer la dictature du prolétariat. Voilà. Bon, et avec Staline, c'est devenu le stakhanovisme. Mais pour vous dire que Taylor, c'est pas simplement une organisation technique, ça il faut le comprendre. C'est aussi une pensée et une idéologie extrêmement forte, parce que Taylor pensait tout le temps qu'il faut légitimer cette démarche, ce modèle qui est d'une violence inouïe, parce que ça dépossède complètement les ouvriers de tout leur savoir et donc de toute possibilité de gagner décemment leur vie, et ça les réduit au rang d'exécutants. Ils sont pris en charge par l'organisation du travail, alors qu'avant ils décidaient de cette organisation du travail. Donc cette démarche d'une violence inouïe à l'encontre des ouvriers, il ne dit pas du tout qu'il l'amène en tant que suppôt du capitalisme, mais au niveau du bonheur américain et de la démocratisation du travail. C'est extraordinaire quand même, c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est pas par hasard que le taylorisme a eu cette durée de vie incroyable au niveau planétaire et au niveau historique. C'est parce qu'il y avait cette légitimation, on n'oblige personne, et c'est pour ça qu'on peut véritablement parler de consentement. Et d'ailleurs, dans les années, les 30 Glorieuses en France, la classe ouvrière, elle acceptait ce deal qui était de mauvaises conditions de travail, une dégradation de la vie au travail, parce qu'il y avait de plus en plus de chaînes de monde qui s'instauraient, il y avait de plus en plus de travail de nuit, etc. Donc, mais avec des salaires qui étaient en continuelle augmentation, et qui d'ailleurs assurait ce qu'on appelle le cercle vertueux. Les économistes de la régulation parlent de cercle vertueux parce que des syndicats très mobilisés qui arrachent des augmentations de salaire mais se désintéressent de l'organisation du travail. Donc c'est le patronat qui s'occupe d'organiser le travail de façon de plus en plus intensive et productiviste, mais comme il y a l'augmentation des salaires, ça va permettre d'éponger tous ces biens qui arrivent sur le marché et ça ne crée pas de crise entre la demande et l'offre. Il y a un équilibre très bien, productivité qui augmente, salaire qui augmente grâce au combat syndical. La productivité, c'est grâce au fait que les syndicats ne s'occupent pas de l'organisation du travail et laissent donc la liberté entière au patronat pour organiser cette organisation du travail. Donc voilà, ça marche très bien. Et surtout après la Deuxième Guerre mondiale, les ouvriers étaient contents d'avoir des machines, des automobiles, des machines à laver, après la télévision, enfin, ils étaient très contents, jusqu'à ce qu'ils ne supportent plus, ils considèrent, et ça c'est mai 68, qu'ils considèrent que ça n'est plus possible. Or, les organisations syndicales jusque-là, elles se désintéressaient de l'organisation du travail, et quand il y avait cette dégradation permanente de la qualité de la vie au travail, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils demandaient des dédommagements via les primes. Primes de toxicité, primes d'insalubrité, primes de travail de nuit, primes de travail en équipe, primes de travail sur la chaîne, primes de
même à la SNCF, prime quand on passait sous un pont, un tunnel, enfin bon, tout le temps des prix. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y avait les trains marchaient au charbon et ça revenait à la tête des cheminots. Donc voilà, à chaque fois des primes. On ne cherchait pas des solutions pour éradiquer les sources de cette dégradation de la qualité de la vie au travail, mais des primes. Ce qui correspondait jusqu'à un certain moment aux aspirations des salariés qui voulaient une vie meilleure hors travail. Et puis à un moment donné, ils ont dit ça ne suffit pas le hors travail, on vit aussi au travail, on n'a pas de vie, on n'a pas de tête, on n'a pas de corps, un pour le travail et une pour le hors travail, c'est la même tête, c'est le même corps, c'est la même vie. Donc voilà, on veut aussi pouvoir vivre au travail de la même manière que vous nous avez, entre guillemets, amélioré la qualité de la vie hors travail. Voilà, bon. Et ça, donc ça explique comment le patronat, dans la modernisation, a pu produire une idéologie, un peu comme Taylor, j'ai oublié Ford, mais bon, peu importe, Ford avait introduit les chaînes de montage avec la même idéologie, la même aussi avec en plus une intrusion dans la vie privée des ouvriers en disant il faut qu'ils mènent une vie compatible avec la manière dont l'organisation du travail est pensée, bref. Mais il y avait dans la production du nouveau modèle managérial cette idée, il faut une idéologie pour légitimer le modèle. Voilà. On ne peut pas l'imposer de façon unilatérale et autoritaire, enfin symboliquement en tout cas, parce que dans la réalité oui, mais il faut toujours produire un discours, une idéologie qui soit reprise par les partis politiques d'ailleurs, qui montre que c'est le progrès. Alors effectivement, pendant les 30 Glorieuses, on parlait tout le temps de progrès technique, progrès social, progrès culturel, progrès. Il y avait cette notion de progrès. Après, on va changer, on parlera de changement, on parlera de transformation désirable, utile, et puis après, nécessaire aussi, indispensable. Margaret Thatcher, there is no alternative. On ne peut pas faire autrement. Et cette logique, justement, du taylorisme qui va rester dans l'organisation du travail, le deuxième pilier de la modernisation, si vous vous souvenez, c'est une organisation du travail qui reste dominée par la pensée taylorienne. Les salariés ne doivent pas bénéficier de savoir, de compétences, de connaissances, d'expériences individuelles et collectives. Il faut leur enlever ça, parce que sinon ils vont, et ça c'était le cauchemar de Taylor, ils vont n'en faire qu'à leur tête. Ça, c'était vraiment... s'ils savent, ils vont décider comment ils vont faire. Et ils vont prendre en compte des valeurs et des intérêts qui ne sont pas, bon, soi-disant ceux de la nation, mais en réalité ceux du capitalisme. Voilà. Donc, la grande frayeur, c'est faire en sorte que les salariés consentent à travailler comme on veut qu'ils travaillent, avec les critères d'efficacité, de rentabilité, de qualité, qui sont ceux décidés par la direction, mais qui ne travaillent pas selon leurs propres connaissances, règles de métier, les missions, par exemple, dans les hôpitaux, maintenant, ce ne sont pas les médecins qui décident, ce sont les directions administratives avec des directeurs qui ont été formés à l'équivalent de l'ENA, mais qui est spécialisé dans la fonction hospitalière et qui vont déterminer de façon objective et quantifiée combien de temps on doit passer avec un malade, combien de temps les salles d'opération doivent être utilisées et au bout de combien de temps il faut les nettoyer, etc. Enfin bref, tout est décidé par des gestionnaires, et les médecins, c'est pas par hasard que les médecins, les soignants désertent maintenant de façon systématique les hôpitaux et on est en manque de personnel dans ces hôpitaux. Donc les fondamentaux de l'organisation du travail, c'est justement de ne pas laisser les salariés pouvoir travailler en fonction de leur connaissance de métier, mais il faut qu'ils travaillent selon les méthodes qu'on leur impose, et ces méthodes sont décidées par ceux qui sont censés détenir les meilleures connaissances acquises à travers les cabinets de consultation, de consultants, pardon. Voilà, donc ça c'est ces deux piliers. Donc on voit bien comment ces deux piliers entrent en contradiction phénoménale. Révélez-vous
exprimez-vous, réalisez-vous, mais à travers un travail pensé par d'autres et avec des méthodes de travail qui ne reflètent peut-être pas vos valeurs professionnelles, ni vos valeurs citoyennes, ni vos valeurs morales. C'est pas le problème, mais exprimez-vous. Voilà. Alors, on ne peut pas s'exprimer à travers quelque chose qui est programmé, pensé et imposé de l'extérieur par des gens qui prétendent concentrer tous les savoirs, alors que vous avez soit l'expérience, soit véritablement la professionnalité qui vous permet de donner votre point de vue et d'essayer de le faire valoir, en tout cas, pour définir les missions que vous allez assumer et les moyens qui vont être mis à votre disposition pour pouvoir justement les assumer. Quand même, c'est bien ça. Et du coup, on est vraiment dans la question du consentement, comme vous dites. Pour que les gens consentent, il faut qu'ils soient respectés en tant que professionnels. Or là, non, on veut qu'ils consentent, mais on pense qu'ils vont consentir parce qu'on a cherché à utiliser la sollicitation du narcissisme, et puis parce qu'on les met en compétition, etc., etc. Et aussi parce que finalement, troisième pilier, on va les déposséder de ces connaissances aussi d'une manière assez systématique à travers un troisième socle, si on peut appeler ça comme ça, parce que ça fait un peu oxymore, qui est le changement permanent. La pratique du changement permanent, qui est vraiment développée dans le secteur privé comme dans le secteur public, avec restructuration des services et des départements, recomposition des métiers, changement de logiciel, mobilité systématique imposée, déménagement, enfin tout ça, ça met tout simplement en obsolescence les savoirs et les connaissances acquises par les salariés. Parce que tout le monde perd ses repères, on ne sait plus à qui on a affaire, comment fonctionne le logiciel, qui sont les clients, on ne sait plus comment travailler, et donc on est ravalé au rang d'apprentis à vie. Ces apprentis qui arrivent et qui ont tout à apprendre, parce que la situation est nouvelle, et donc ils ne vont jamais chercher à imposer un point de vue à partir du moment où eux-mêmes cherchent à comprendre, à se situer dans l'organisation du travail, à essayer de conquérir une nouvelle maîtrise cognitive de l'environnement et du contenu du travail. Ils vont être le petit doigt sur la couture, et c'est ça qui est recherché en réalité à travers le changement permanent. Ça vise à déposséder, comme Taylor l'avait fait mais d'une autre manière, ça vise à déposséder les professionnels de leur savoir, de leurs compétences, de leur expérience, qui elle est toujours détenue par les spécialistes qui sont mis au travail par les directions. Donc voilà, ça c'est le troisième pilier qui fait que les salariés sont déprofessionnalisés, on peut dire en quelque sorte, et sont livrés comme ça, à pieds et poings liés à ceux qui détiennent et qui centralisent toutes les connaissances et qui vont décider des meilleures manières de travailler en fonction d'une logique, d'une rationalité qui est celle imposée par les directions, et en l'occurrence une rationalité néolibérale de rentabilité à court terme. Voilà, c'est ça qui prévaut et qui en réalité apparaît comme légitime parce que ce sont les seuls critères auxquels peuvent se raccrocher des gens qui sont totalement déboussolés en tant que professionnels à cause du changement, à cause de cette mise en concurrence systématique, à cause de cette sursollicitation de l'ego. Les gens sont complètement paumés et donc on pense qu'ils vont se raccrocher à ces procédures, ces protocoles, ces process comme à des bouées de sauvetage. Parce que ça, voilà, on leur donne, c'est objectif, voilà, si vous les mettez en place, eh bien, si vous œuvrez avec elles, avec ces procédures, etc., eh bien, vous y arriverez, et donc, faites-nous confiance, tout se passera bien. Comme tout ça est extrêmement dur à vivre et que les gens ne s'y retrouvent pas et que ça exige des efforts énormes parce que quand tout change et qu'il faut continuer à travailler, c'est extrêmement fatigant, épuisant, et ce qui explique pour partie le burn-out d'ailleurs. Tout le temps retrouver des connaissances, des savoirs, essayer de faire sans l'expérience individuelle et collective et tout seul dans son coin parce qu'on ne bénéficie pas de l'aide des collègues, c'est complètement épuisant. Et puis c'est une dévalorisation aussi de l'image de soi complète. Qu'est-ce qu'on vaut quand on ne peut plus se faire confiance parce que ce qu'on sait ne sert plus à rien? Alors c'est aussi une dévalorisation de soi en tant que professionnel, en tant que personne de métier, et ça crée effectivement des burn-out. Ça peut créer ce qu'on a vu malheureusement beaucoup se développer en France, ce qu'on appelle le mal-être au travail.
travail, la souffrance au travail, les risques psychosociaux et les suicides au travail qui sont extrêmement importants, l'addiction à des substances psychoactives, parce qu'il faut tenir au travail, donc les gens ils disent je prends de la coke ou je prends du cannabis ou je bois beaucoup pour tenir au travail, parce que véritablement tout ça devient une espèce de cauchemar, le travail, c'est-à-dire ça qui explique les très 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 fortes mobilisations contre les réformes de la retraite. C'est pas parce que les gens sont paresseux, c'est parce que 2 ans de plus de ce travail de dingue, c'est absolument insupportable. Déjà, ils se sentent impuissants, et en plus, on va en rajouter sur leur impuissance en disant « Ah ben, on a décidé que ça sera 2 ans de plus ». Ils sont impuissants en tant que citoyens, enfin, ils sont déjà impuissants en tant que travailleurs, et là, ils vont être impuissants en tant que citoyens, parce que même le Parlement n'aura pas son mot à dire, ça va être décidé de façon unilatérale, et c'est ça qui explique que 90% des actifs sont complètement opposés à cette réforme des retraites. C'est énorme, mais ça ne peut s'expliquer que comme ça. Alors, il y a un 4e socle, toujours idéologique au machin, c'est cette espèce de bienveillance, et les dispositifs du bonheur, c'est les DRH de la bienveillance et du bonheur, avec les Chief Happiness Officers, les responsables en chef du bonheur qui sont là pour que les gens se sentent bien. Pour que les gens, dans cette situation qui est très difficile, qui est douloureuse, parce qu'il y a une accélération temporelle, on exige d'autant plus des gens qu'il faut sauvegarder l'argent des impôts pour le secteur public, ou il faut faire face à la concurrence mondiale pour le secteur privé. C'est vrai que c'est très dur, c'est une bataille, mais dans cette bataille, nous sommes là pour vous, et donc on vous propose des séances de massage, des séances de fou rire, des séances de méditation, oui. On vous propose des conciergeries, vous pouvez amener vos affaires pour les faire laver, ou vous pouvez faire passer des commandes, on s'occupe de tout ça. On vous propose des week-ends festifs ou des soirées festives, et il y a véritablement un discours omniprésent. Les DRH sont là pour vous. Ils se lèvent tous les matins pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour agrémenter votre vie dans l'entreprise, et c'est très destiné aux jeunes aussi. Il y a des dimensions extrêmement ludiques. Chez Google, ils ont des salles insonorisées avec des guitares, avec des batteries. On peut arriver à son travail en toboggan, et il y a des espaces où on est dans des espaces de soucoupe volante avec de la musique techno. Enfin voilà, il faut que les gens se sentent bien dans leur espace de travail, qu'ils se sentent à l'aise, et les DRH sont là pour aider les salariés qui ont à traverser cette période extrêmement difficile de bataille pour la productivité. Alors peut-être que, je ne sais pas quelle heure il est, je vais peut-être m'arrêter là. Il me reste 13 minutes. Ah ben il me reste 13 minutes, d'accord. Alors bon, Voilà. 13 minutes c'est parfait. Je savais que tu dois... Ça va, Je ça refais suit, jamais un ça petit coup. suit. Pas trop déprimé. Alors, évidemment que le patronat se rend compte qu'il est discrédité par les suicides. Rappelez-vous le procès de France Télécom, où les 3 dirigeants ont été condamnés pour harcèlement moral institutionnel. Alors, au début, première instance, il y avait 8 mois ferme. En 2e instance, il y a eu un appel, c'était 1 an avec sursis. Ils vont devant la Cour de cassation, mais enfin, 3 dirigeants condamnés pour harcèlement moral institutionnel. Ça n'est pas rien. Donc voilà, ils savent qu'ils sont mis en question. Il y a les suicides, il y a le burn-out, il y a les dépressions, il y a les jeunes aussi qui disent nous, on ne veut pas vraiment travailler dans ces conditions-là, ça ne fait pas envie, le salariat, etc. Donc, ils ne cherchent qu'à innover. Et là, il faut dire la vérité, ils sont tout le temps dans une perspective d'innovation, d'invention, alors que les syndicats, encore une fois, ils rament derrière. Les syndicats ne sont pas... proposent pas de solutions dans l'organisation du travail. Et moi, je le dis d'autant plus... Pourquoi? Oui, mais... ils savent pas ou ils peuvent pas? Moi, si je peux me permettre, j'ai assisté à une réunion syndicale à la CGT avec que des cadres.
j'ai vu 4 qui pleuraient en racontant leur histoire de cadre. Ils sont pris. Bien sûr. Les cadres CGT, on est pris entre les demandes des salariés qu'on est censé défendre et la pression du supérieur. Complètement. Écartelé. Qui lui demande des résultats. Et j'ai un qui me dit, mais qu'est-ce que vous voulez répondre à... on m'a fait le reproche, il a obtenu des objectifs, mais pas avec brio. Mais pas quoi? Avec brio. Incroyable. Ah ouais. Mais alors moi j'ai... C'est même pas prof. On met en cause, comme vous dites, le professionnalisme. Donc j'ai réussi à faire travailler mon équipe, tout ça. Ils ont réussi l'objectif, mais pas avec brio. Mais moi... Ça, on trouve où le brio? Mais alors moi j'ai interviewé un cadre qui m'a raconté, un cadre de très haut niveau qui avait une quarantaine de personnes sous ses ordres et à qui on avait donné des objectifs, mais alors il disait totalement surdimensionnés. Mais c'était dingue. Alors il est revenu à son équipe et il a dit moi je vais démissionner parce que ce sont des objectifs qui ne tiennent pas la route, on peut pas. Et l'équipe s'est réunie et a dit on tient à toi, parce que c'était un très bon cadre et un bon animateur, enfin un bon chef. Et ils lui ont dit, on veut que tu restes. Et on a étudié les trucs. On va se démener toute cette année. Mais on va y arriver. On va faire des heures. Non, mais attendez. Et ils ont été pendant 1 an, mais à travailler, mais de manière incroyable. Et lui, il disait, j'avais honte, mais bon. Et il arrive avec son dossier au bout d'1 an pour l'évaluation. Et c'était un petit jeune, son chef, lui dit, dis donc, on ne savait pas qu'on ne pouvait pas compter sur toi. Il dit, non, mais alors là, écoute, on s'est démené comme des dingues, on a fait des heures et des heures et des heures de travail, tout le monde s'est mobilisé, tout le monde a coopéré, et on a atteint tous les objectifs. Alors qu'est-ce qu'il répond ? Oui, vous les avez atteints, mais vous ne les avez pas dépassés. Juste. Oui, vous ne les avez pas dépassés. Voilà, c'est un peu la même chose, il n'y a pas eu de brio, quoi. Voilà. Et alors là, le cadre me dit, mais alors on tombe dans l'arbitraire le plus total, dépassé de combien, lesquels, etc. Voilà, on est on est totalement assujettis, on est totalement dépendant, on est totalement impuissant. C'est arbitraire. Et ça, effectivement, c'est une grande... Le syndical sur ce sujet-là, ça remet en question la subordination du salarié. Et bien voilà. Et bien voilà. Mais il faut remettre en question la subordination. Il faut la remettre en question aussi. Ça ne va pas être un combat dans une entreprise. Il faut que ce soit massif. Les syndicats, attendez, excusez-moi, s'il y a quelque chose qui caractérise les syndicats, c'est qu'ils sont au niveau national, ils sont au niveau des branches, ils sont au niveau des nationales. C'est bien pour ça que c'est les syndicats qui peuvent remettre en cause la subordination. Voilà, tous ils me font. Tous. Il y a un côté juridique aussi, vous êtes dans ce domaine. Il y a une loi qui dit on n'est plus obligé de suivre ce que dit le patron, pour faire simple. Donc on a le droit de contester, par exemple dans l'exemple que vous donnez là, sur les objectifs, on peut contester, l'objectif, j'ai réuni mon équipe, c'est possible, ou alors on va se rendre malade. On ne veut pas. Par contre, l'objectif qui est... Voilà, c'est celui-là. C'est celui-ci. Tout à fait. Et donc, je donne un droit aux salariés à intervenir sur la définition de leur mission et de leurs objectifs. Oui, et alors et en face, le patronat a le droit du travail derrière lui. Si vous ne faites pas ce que je veux, je vous licencie. Oui, alors justement, mais du coup, c'est ça qu'il faut. Mais c'est ça qu'il faut remettre en question. C'est ça on peut commencer la discussion tout de suite, c'est quand même mieux. Mais c'est ça qu'il faut remettre en question, c'est la subordination. Parce que si tout ce modèle que j'ai décrit, qui est fou, non ? Il y a un côté fou. On casse les compétences, on casse les savoirs des salariés, on méprise, on dénie leur professionnalité, on les manipule sur le plan... Et c'est ça aussi qui crée un individualisme malsain dans notre société, qui pose des problèmes démocratiques, même des problèmes politiques. Les gens c'est une lutte sauvage, finalement, qu'on nous fait mener dans les entreprises publiques comme privées. Mais le problème de la subordination, il doit et il peut être attaqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que la hiérarchie n'est pas définie, n'est pas
imposé en fonction de son expertise et de sa compétence. Mais en tant que manager, on est d'accord, ils ont des formations de manager, mais pas des formations, par exemple, d'informaticien ou d'ingénieur. Bon. Donc, ils ne connaissent pas, ce ne sont pas des experts, mais ils vont fixer des objectifs, ils vont fixer des critères, ils vont évaluer les gens, etc., etc. Et ils vont procéder à ce qu'on voit, c'est-à-dire des gens qui sont dans des situations invivables, qui se sentent harcelés, qui se sentent sous pression, qui ont le sentiment d'injustice, qui ont le sentiment d'impuissance, qui ne peuvent pas faire valoir leurs connaissances, leur volonté de faire du bon travail. Bon, ça c'est quand même un drame. Hein. C'est bon. Et en plus, en écrasant leurs compétences, on peut avoir un doute sur la qualité de ce qui est produit. Hein. C'est pas par hasard qu'on nous... Est-ce que le coût de productivité est bon finalement? Oui, aussi, tout à fait. Mais aussi la qualité. On rappelle de plus en plus, je ne sais pas si vous voyez les industries automobiles qui rappellent des voitures, on rappelle des produits qui ne sont pas bien. Il y a eu les affaires de Lactalis, il y a plein de trucs qui montrent que ça peut être catastrophique du point de vue aussi des consommateurs et des usagers. Le drame qui s'est produit sur le réseau ferroviaire en banlieue de Paris, je ne sais plus le nom de la Bretigny, c'est les problèmes de maintenance. Et moi, j'avais fait une enquête à la SNCF avec des collègues, ils nous disaient tous, on a des problèmes énormes de maintenance. On sait que la fiabilité, la qualité du réseau n'est pas bonne. On peut vous dire exactement où il y a des problèmes, mais on ne nous écoute pas, on n'a pas le temps, etc., etc. Bon. Donc il y a un problème au niveau du bien-être des salariés, comme aussi des usagers, des consommateurs, évidemment. Bon, mais aussi, il y a un problème fondamental dont les jeunes commencent vraiment à prendre la mesure, c'est la dimension prédatrice de notre modèle de production par rapport aux ressources planétaires et donc à l'avenir de l'humanité sur notre planète. Mais c'est pas vous croyez, c'est une réalité. On a des chiffres, les savants du monde entier le prouvent, le GIEC le démontre, etc. On le voit. Macron qui sait pas. Hein? Il y a le Macron qui sait pas. Vous avez deviné que... Oui. Oui, si je peux me permettre une question à la question de savoir sur les organisations syndicales, aujourd'hui, ont des réponses pour confronter cette difficulté, ce constat dramatique, si vous voulez dire. J'affirmerai un peu mieux, je pense, qu'elles ne sont pas mesurées, quelles que soient les centrales, de la CGT, de la CGT, etc., n'ont pas mesuré cette évolution-là. Et on est resté dans le schéma classique, c'est-à-dire de l'organisation du travail collective. Et parfois, il n'y a pas d'écho. La subordination, vous insistez, vous corrigez si je me trompe dans le constat que vous faites, c'est une subordination hiérarchique, impulsée par des méthodes managériales, ou bien une subordination extra-professionnelle. C'est qu'aujourd'hui, on est tellement liés, on voit aujourd'hui avec les salariés de crédit, on a bien vu avec c'est qu'on n'a pas pu répondre à des problématiques d'emploi au sein des entreprises parce qu'on a des contraintes extra-professionnelles qui empêchent aujourd'hui de porter collectivement des aspirations. Donc ça, c'était une des difficultés. Alors, est-ce que tout passe par les organisations syndicales? Je ne pense, j'en suis pas sûr, malheureusement, même si je crois beaucoup à l'action syndicale, pour la simple et unique raison, quand on voit le taux de syndicalisation aujourd'hui en France, qui est quand même inférieur, il y a un travail, ou bien de dire comment on peut répondre collectivement pour donner des droits nouveaux aux salariés pour qu'ils puissent peser au sein des entreprises, au sein des instances du dialogue social. Et ça, c'est très important. Quand je vois, pour donner un exemple sur le pays dans lequel j'ai posé d'autres questions, auxquelles on est confronté syndicalement, là je prends la casquette de syndicaliste, par exemple le télétravail. Vous êtes de quel syndicat? CGT. Tous les deux, oui, d'accord. Voilà, donc du coup, le télétravail, qui était quand même une vraie problématique, dans la mesure où effectivement ça désorganise complètement le travail sur site. Moi j'ai vu aussi encadrant des collègues qui étaient en souffrance, parce que avec la crise sanitaire, se retrouver du jour au lendemain face à un PC à la maison, pas dans des bonnes conditions de travail, ça crée quand même des risques psychosociaux quand même très aggravés. Et du coup, on a instauré ce mode d'organisation dans le travail aujourd'hui. Et du coup, y compris au niveau de la CGT, au niveau
nationale se pose la question de faire accepter le télétravail comme une organisation, sachant qu'on sait pertinemment que ça représente quand même un danger pour l'avenir en fait, de cette organisation collective. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et si vous voulez demander pour trouver des solutions, qu'il y ait plus de possibilités de cogestion, on pourrait dire, au niveau des instances, c'est pas une si bonne idée, parce que il y a eu un moment où le problème était posé de façon extrêmement intéressante. À la fin des années 70, la CFDT demandait des groupes d'expression, et après, 2 ans plus tard, la CGT demandait des conseils d'atelier, en disant ce sont aux ouvriers ou aux employés de dire eux-mêmes ce qu'ils voudraient, ce dont ils ont besoin. Et c'est devenu, lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir, juste après, les lois Auroux avec le droit d'expression direct et collectif. Hein. Et moi, il se trouve que j'ai suivi avec des collègues pendant 3-4 ans ces groupes d'expression, parce qu'on se disait ça révolutionne tout, ça va tout changer. Ces gens-là vont pouvoir donner effectivement une autre dynamique de l'organisation du travail, etc., etc. Sauf que ces groupes qui parlaient devant... C'est la fin de l'heure. Ah d'accord, ah oui. Devant l'animateur hiérarchique, ils avaient peur de livrer des secrets à la hiérarchie et de casser un peu la solidarité entre eux. Par exemple, les jeunes qui disaient il faudrait si, mais les anciens qui disaient ben non, parce que ça va enlever des routines, il y a des choses que nous, les vieux, on ne pourra pas faire, qu'on peut faire maintenant. Bref, il y avait des problématiques, et les syndicats avaient en gros sous-traité aux salariés dans des conditions inchangées, mais c'est ça le problème, d'inventer des nouvelles conditions de travail, mais dans une organisation hiérarchique inchangée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, les groupes ont dit on ne veut plus se réunir. Pourquoi ? Parce que les réponses venaient 3, 4, 5, 6 mois après en disant non, on y a réfléchi, c'est pas possible. Enfin bon, l'ordre hiérarchique était là et il disait non, on veut pas changer ci, on veut pas changer ça. Voilà. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les organisations syndicales, avaient sous-traité. Pourquoi ? Parce qu'elles n'avaient pas dans leur esprit des revendications cohérente sur l'organisation du travail. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle alternatif dans le monde entier. On n'a pas de modèle dont on peut s'inspirer. Et même les coopératives ouvrières de production, qui sont en autogestion, elles disent on est obligé d'implanter une organisation qui reste taylorienne parce qu'on est en concurrence avec les entreprises classiques et qu'on ne peut pas perdre du temps à inventer autre chose, etc. Donc il y a un réel problème. Donc je crois qu'il nous faut repenser complètement les modalités de production, et il faut avancer en se disant les modèles. Le travail est un enjeu de société. Le travail est un enjeu politique. Or, les directions d'entreprise se sont appropriées unilatéralement ce droit, ce qui a été reconnu par le Code du travail. Qu'est-ce que le lien de subordination ? Il stipule que le temps que vous passez au travail appartient à l'employeur. Il ne vous appartient pas. Et il revient à l'employeur d'utiliser ce temps de la manière qu'il estime la plus appropriée en définissant l'organisation de votre travail. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous vous y opposez, c'est une faute professionnelle qui justifie le licenciement. On est d'accord ? Bon, rien ne pourra changer tant que le lien de subordination sera le carcan dans lequel tout le monde est pris. Et d'autant plus que ce lien de subordination, il est vécu maintenant de façon de plus en plus personnelle et individuelle. Et le télétravail y contribue énormément. Avant, il était vécu au sein de collectifs. Et le collectif savait jouer le rapport de force un peu quand même. Quand la hiérarchie embêtait ou emmerdait, excusez-moi du terme, un peu trop les collectifs, ils disaient bon, on va faire une grève du zèle, on va lui faire comprendre. Bon, ça s'aménageait. Quand on est pris personnellement dans cette subordination,
on n'a aucune marge de manœuvre. Aucune marge de manœuvre. La seule, c'est de partir. Et comme vous disiez, par le travail, on est lié par la paye parce qu'on a des dépendances, des implications. On est d'accord. Mais il n'y aura aucun changement tant que le lien de subordination sera là pour tout contraindre et contrôler. Voilà, il ne peut pas y avoir, on ne peut pas. Et le seul moyen qui avait commencé, on en avait discuté après hier soir, c'est les CHSCT. Les CHSCT où se constituait une expertise syndicale sur l'organisation du travail et sur les conditions de travail. Là, on commençait un peu à toucher à l'organisation en disant elle est nocive, elle est toxique de cette manière-là, elle peut entraîner telle et telle dégradation sur la santé. Et bien ça, paf, non, ça ne nous convient pas. On l'enlève, voilà, on l'enlève. Tant que ne sera pas... Alors, si vous voulez, il faut bien comprendre que le travail maintenant relève uniquement de la décision unilatérale des directions d'entreprise. On est d'accord? Or, le travail a un impact sur l'humanité à terme, parce qu'il est prédateur. Il est prédateur des ressources, il est prédateur de la santé mentale et physique des salariés. On ne peut plus continuer. Ça ne peut pas être unilatéralement des petites directions qui sont mues, même si ce ne sont pas des monstres. Moi, ce n'est pas mon problème de dire c'est des pervers, c'est des monstres, c'est des pourris, c'est pas ça. Mais ils ne sont animés que par la rationalité économique qu'ils ont appris, qu'ils ont incorporé, la rationalité économique de la rentabilité à court terme, qui rend malade les travailleurs, qui dépossède la planète de ses ressources et qui roule dans la farine les usagers et les consommateurs. Donc, ça n'est plus possible. Pour des raisons sociétales, pour des raisons humanitaires, pour des raisons au niveau de l'avenir mondial. Or, moi, ce que je disais hier, en 1998, le CNPF, ça veut dire le Conseil national du patronat français, il s'est rebaptisé le MEDEF, ça veut dire le mouvement des entreprises de France. C'est-à-dire que le patronat s'est rebaptisé les entreprises. Et désormais, lorsqu'ils parlent, lorsque les représentants du MEDEF parlent, disent « Nous, les entreprises, avons besoin que, nous, les entreprises, déplorons que, le code du travail obèse, etc., etc. » Et les organisations syndicales n'arrêtent pas de dire « les entreprises » pour désigner les directions. Mais c'est vrai, chaque fois je leur dis « mais c'est pas les entreprises, c'est les directions ». « Ah, mais oui, t'as raison. Enfin, t'as vu ce que l'entreprise machin a fait ?» Je dis « non, ça la direction. » Mais c'est la guerre idéologique qui a été perdue là, c'est une guerre idéologique. C'est pour ça que je parlais de Taylor, etc., que l'idéologie est fondamentale, déterminante. Il faut nous sortir de la tête que c'est normal que les directions d'entreprise décident de comment on doit produire, qu'est-ce qu'on doit produire, même si ça piétine les gens et ça piétine les ressources de la planète. C'est plus possible. Les jeunes le disent, mais on ne les écoute pas suffisamment. Donc, quand le MEDEF dit les organisations syndicales, elles sont archaïques, le PC, machin, archaïque. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus archaïque que la subordination, qui est contraire au principe de la démocratie politique, laquelle stipule que nul n'appartient à personne? C'est complètement archaïque. C'est ça qu'il faut détricoter en disant on ne peut pas, dans un monde du travail qui avance à cette vitesse accélérée, qui se transforme technologiquement, on ne peut pas avoir des gens qui sont subordonnés, alors que ce sont, avec les nouvelles technologies justement, des gens qui sont de plus en plus au courant de toutes les informations, qui savent se situer dans le monde, qui comprennent infiniment plus de choses qu'auparavant. Pourquoi est-ce qu'un ingénieur, un médecin, un technicien, un employé, un ouvrier doit être subordonné parce qu'il dit « je veux effectivement m'engager dans le travail ». Dès qu'on s'engage dans le travail, eh bien, il faut accepter d'être subordonné. Il faut accepter d'obéir aveuglement. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il n'y a rien de plus archaïque et de plus dangereux pour l'évolution de l'avenir, de nos enfants et des gens. Or, les organisations syndicales ont tendance à dire, surtout au niveau national, parce que dans les fédérations, c'est un peu différent dans la CGT ou dans Solidaire ou FO, mais les organisations syndicales, elles disent, c'est parce que les salariés sont subordonnés que l'employeur est responsable de leur santé physique et mentale, et donc il est obligé de concéder des droits, des garanties et des protections aux salariés. C'est parce qu'ils sont ses subordonnés. Mais est-ce qu'on ne peut pas considérer
que c'est parce que les gens s'engagent dans le travail qu'ils ils doivent nécessairement avoir des droits, des protections et des garanties. C'est pas parce qu'on s'engage à obéir, c'est parce qu'on s'engage à travailler. Il serait quand même temps, à mon avis, d'un point de vue sociologique, ça me paraît évident que ça n'est plus possible de dire tu veux gagner ta vie, tu veux participer à la reproduction de la société, obéis. On n'est pas là, c'est la même logique que l'armée. Et effectivement, vous savez que on forme les RH, etc. avec l'armée. Voilà, obéissez. Après, on discute. Ben, oui, allez-y. Je vais vous couvrir un tout petit peu, puisque ma jeunesse, je l'ai passée au PSU et à la CFDT, et l'autogestion, c'était l'affaire de ma jeunesse, et c'est encore dans mes pensées, c'est encore dire que les organisations syndicales ne voulaient pas s'occuper des conditions de travail, la CFDT de l'époque, pour ceux qui... De l'époque, de 73 à 79, je suis d'accord avec vous. Mais après, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais elle était en tête. Les dégâts du progrès, le livre, les dégâts ça du même progrès. fait peur aux dirigeants, parce que je me rappelle que le maire avait dit on va faire le recentrage, parce que là, ça bouillonnait d'idées partout. Et le PSU, qui était ce petit parti inventif sur l'autogestion, qui était matraqué de droite et de gauche, parce que le rapport avec le PC et la CGT, il fallait voir. Bon. Mais il y avait un bouillonnement d'idées qui était suite à mai 68, et que, comme vous l'avez bien rappelé, la plupart des syndicats n'ont pas compris ça, ce qui s'est passé. Le célèbre film... La reprise du travail chez Bander. Extraordinaire. Formidable. J'ai annoncé sur France Inter qu'ils ont retrouvé cette femme-là. Ah, ils l'ont retrouvée Oui. Ah, je savais pas. Extraordinaire. Celle qui pleurait, qui avait disparu, là. Oui. Ils ont retrouvé les gens de l'Écovalès, ça ne sais plus exactement. Elle est vivante? Alors, c'était il y a 15 ans. Ah oui, parce qu'on avait des doutes. Oui. On en a parlé. Donc, ils ne comprenaient pas ça. Et nous, ce qu'on mettait en question, c'est effectivement cette subordination. L'autogestion socialiste. L'autogestion, ce pauvre Gustman qui disait oui, l'autogestion, c'est les camps de concentration aussi étaient autogérés. Prenez des claques, je lis de droite et de gauche. Mais c'était le constat simple. Moi, j'ai travaillé en usine, un peu dans l'esprit de Robert, mon frère, sans être trotskiste ni Mao, de moi-même, pendant un an, j'ai cassé tellement les pieds à pas pouvoir travailler comme j'avais envie de faire, je préfère les bosses solides. Voilà. Bon. J'ai appris beaucoup de choses aussi sur la mentalité ouvrière, ça se passe, etc. Mais j'étais bien conscient donc que c'est bien les ouvriers et leurs camarades employés qui sont experts de leur métier, bien sûr, de leur travail. Ils savent que ça c'est dangereux, ils savent que on pourrait faire l'accident, etc. Bien sûr, ils savent. Donc il y a eu un loupé, je dirais. Je suis très nostalgique de cette époque-là. J'ai été candidat dans cette circonscription du PSU. Je peux vous apporter ma profession de foi. L'écologie, le féminisme, l'anticapitalisme, tout y était. Quand je dis quand la jeune génération m'a reproché quand vous avez laissé la planète, j'ai dit comme vous voulez, mais pas moi. Pas moi. J'étais arc-bouté contre la centrale nucléaire. Ah oui. Petite réflexion, excusez-moi, mais sur le terrorisme. Alors, moi, je l'ai aussi étudié, mais certainement pas aussi bien que vous. Je pense quand même que dans le terrorisme, puisque Lénine l'a mis en place, qu'il y a une démarche là, idéologique, ça je n'en doute pas, mais avant tout pour lui c'est l'efficacité. Le premier ouvrage que j'ai lu c'est La pause rationnelle du brique. Alors là on ne parle pas de travail à la chaîne, sauf qu'il décompose le travail. Il y a celui qui apporte le sable, le ciment et l'eau, et pendant ce temps-là, l'autre il pose les briques, il ne les pose pas n'importe comment. Il a regardé, il a réfléchi, et pour pas que le gosse, le travailleur, ne se casse, se blesse le dos, les positions ergonomiques, c'est ça, etc. Il ne faut pas mélanger non plus, je dirais, le terrorisme avec les excès du terrorisme. Je trouve que ça a permis aussi, vous avez fait allusion à
toutes ces peuplades immigrées aux États-Unis qui ne savaient rien faire, des paysans qui ont pu trouver un travail grâce au tourisme. C'est pas complètement négatif. Il y a un côté effectivement idéologique pure et simple, ça c'est. Mais pour être clair, il y a à un moment donné, je crois qu'il y a une convergence, si vous l'avez rappelé, avec les produits que ça a pu rendre accessible tout à chacun. Il y a eu une convergence des intérêts entre le grand capital, comme on dit, et avec le terrorisme, et les intérêts de la classe ouvrière. Oui, effectivement. Mais je crois que toute l'histoire, les voitures avec les robots, moi, j'ai été voir le film de l'établi, j'avais une de chevaux, les garés là, je ne les regarde plus de la même façon. Je vois le sang revers sur les portières. Quand je monte, je dis, les mecs se sont pété les doigts pour goûter ça. C'est reconstitué, c'est un film que je recommande à tout le monde. Ah oui. Non mais oui, le film c'est l'établi. Je sais pas. Bon, mon frère a écrit un livre qui s'appelle L'établi et qui rend compte de l'année, qui est un très beau livre, qui rend compte de l'année où il voulait pas passer un an, il voulait passer sa vie. Il voulait faire la révolution dans l'industrie, enfin dans le monde ouvrier, donc il allait s'établir, il a été viré au bout d'un an, mais il a essayé de mener une grève qui a mal tourné, et il y a un film qui vient de sortir qui s'appelle L'établi aussi, qui a été réalisé par Mathias Gokalp, qui est très bien, effectivement, on comprend beaucoup de choses, et on comprend aussi ce qui caractérise, et vous en avez rendu compte, l'ambivalence fondamentale au travail, l'ambivalence fondamentale, c'est-à-dire que, et c'est pour ça, le consentement, il y a toujours du consentement, parce que les gens y trouvent toujours quelque chose. D'abord, le besoin de coopérer, de faire, d'exister. Freud, il disait que le travail a beaucoup de côtés réparateurs, ça permet de sortir de sa tête, de chez soi, ça donne une ouverture sur le monde extérieur, et puis on a le sentiment d'être légitimé soi-même. On travaille, donc on a de la valeur économique, mais on a de la valeur citoyenne aussi. Voilà, et c'est pour ça que les chômeurs sont tellement, vivent tellement douloureusement leur période de chômage. Ah, les inutiles, les parasites, etc. Donc chacun a envie, a besoin, et en France particulièrement, on dit que les Français mettent leur honneur dans le travail. Donc il y a ça qui fait qu'on accepte beaucoup. Alors effectivement, dans le taylorisme, bien sûr que, et après l'automatisation et la robotisation, bien sûr qu'il y a des bons côtés, sinon ça ne marcherait pas. Sinon, il n'y aurait pas de consentement. Si c'était unilatéralement négatif tout le temps, s'il n'y avait rien à en tirer du tout, mais là, je donne, mais je donne ce que je veux, et pour ce que je donne, je vais en prendre de plus en plus. C'est ça le problème. Et on est en plein là-dedans. Et comment sortir de ça ? Il faut repenser le travail en fonction des impératifs qu'on a. Et pour repenser le travail, il faut libérer l'intelligence collective, et la libérer, ça veut dire justement dire la subordination. Non. On ne peut pas demander aux gens d'être uniquement le doigt sur la couture, j'obéis, même si on me demande de mettre de la viande de cheval dans les raviolis en prétendant que c'est du bœuf, même si on me demande d'imaginer des appareils pour déjouer les contrôles anti-pollution. Non, bon, on fait du travail, on sait pourquoi. Je ne ferai pas et comme les femmes dans les aides-soignantes, dans les EHPAD, vous avez tant de temps pour nourrir une personne âgée, est-ce que vous voulez la maltraiter ou est-ce que vous voulez la dénutrir ? C'est comme ça que ça revient. Voilà. Donc c'est pas possible d'accepter ça. Mais si vous voulez, le fait qu'on ait tellement de mal à s'en sortir, c'est bien parce que on veut travailler, on veut faire du beau travail, on veut qu'il soit utile, on veut qu'il résolve des problèmes, on veut le faire bien. Alors voilà, et on vous dit, on va vous permettre ça, puis regardez, vous allez moins vous fatiguer, mais évidemment, vous allez accepter de venir travailler 3 heures de plus, ou machin. C'est-à-dire, on est dans ce truc, et la subordination fait que rien ne changera jamais. L'ubérisation, bien sûr, c'est bien, on est libre. L'ubérisation, il faut voir comment on est libre. On est connecté, déconnecté à la volonté de l'ubériseur, mais bien sûr. Et alors, attention, mais vous savez, le danger, parce que...
Mais vous savez, le danger, vous dites à juste titre ce que la CFDT écrivait dans Les dégâts du progrès, c'est celui qui fait, qui sait. Hein, c'est ça. Les ouvriers sont les vrais experts. Vous savez qui dit ça maintenant ? Ceux qui sont pour l'entreprise libérée. Hein, voilà. C'est ceux qui font, qui savent. Donc, nous, on a simplement une vision. Le patron est un leader qui a une vision de ce qu'il faut faire, et après chacun bidouille dans son coin pour réaliser la vision de supérieur. Chacun est un follower, un peu comme dans les sectes, et puis il prend en plus des responsabilités, et on pourra supprimer la hiérarchie intermédiaire, on pourra supprimer des directions opérationnelles, parce que c'est eux qui feront. Parce que c'est eux qui savent. Mais attention, on est là, on surveille, on contrôle, on regarde. Hein. Moi, j'avais rencontré le philosophe qui avait développé tout ça dans une entreprise, Hervé. Il y avait aussi des conseillers qui classaient tous les salariés entre les moutons, les renards et les dauphins. Alors, les dauphins, c'est ceux à qui il faut arriver parce que c'est les meilleurs. Les moutons, ils suivent. S'il y a des dauphins, les moutons, il faut suivre. Par contre, les renards, il faut les repérer et les virer parce que les renards, ils ne cherchent que leur propre intérêt et ils veulent toujours ruser. Donc, les responsables étaient là pour faire la chasse aux renards dans les entreprises libérées. Hein, des entreprises libérées, soit dit en passant, où il y a la subordination au sein du salariat. Mais c'est vrai que l'idée de remettre en question... Moi, je ne pense pas que la subordination le fait de retirer la subordination va résoudre tous les problèmes, mais c'est un moyen de détricoter. Voilà. Il y avait une solution quand même qui était bonne, tu en as parlé un peu tout à l'heure, vous en avez parlé un peu tout à l'heure. Oui. L'économie sociale et solidaire. C'était quelqu'un qui a émis l'idée. L'autogestion. Ben oui, mais l'autogestion, on a dit, l'autogestion, ils sont obligés de... Le trio, il dit que finalement, on donne un salaire ou à la qualification, et en fait, on est moins subordonné puisqu'on a le choix de choisir son travail. Qui dit ça Bernard Friot. Ah, Bernard Friot. Oui, avec le salaire universel, le salaire du citoyen. Oui. En fait, il remet, Mais ça, c'est pas bien parce que, le problème du salaire universel, c'est qu'il dit voilà, on a résolu. C'est le salaire universel Friot. Hein ? C'est pas le salaire universel. Salaire à vie. Salaire à vie, ça revient un peu à la même chose. Si, c'est le salaire à vie. C'est un salaire à vie, C'est très compliqué son histoire. Moi, j'ai été dans mon labo, alors j'ai jamais vraiment compris ce que c'est que ce salaire à vie. Pour moi, c'est la retraite, mais ça équivaut à la retraite. C'est ça. Hein, c'est Non, bon. c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils donnent un montant en fonction d'une qualification, et qu'à partir de 18 ans, voilà, on est capable d'avoir une certaine somme, et qu'on peut faire soit des études, soit choisir, en fait, son travail. Et en fait, quelque part, l'employeur, lui, ne sera plus assujetti à dire, il ne va plus assujettir des gens qui auront plus envie d'aller travailler là où c'est des conditions déplorables. Non, c'est pas sûr. Mais le problème de dire on va donner un peu d'argent, parce que c'est pas beaucoup d'argent. Hein, quand Non, c'est lui, il donne vraiment un salaire. Notre salaire à vie, c'est Comme une qualification, comme un fonctionnaire. un salaire complet, garanti toute la vie. Oui, mais avec quel salaire, quel la forme. montant, quel Il va montant. en fonction de la qualification. Oui, mais alors déjà c'est inégal, on peut pas. Enfin, bon. Après, oui, il faut s'entendre sur les qualifications. Moi, ce qui m'embête, c'est que ça laisse toutes choses égales par ailleurs. On ne va pas changer justement les conditions de travail dans les entreprises. Ça fait que le travail ne devient plus un enjeu de société. Voilà, tout le monde peut vivre indépendamment. Mais c'est un problème, ça. À mon avis, le problème fondamental de notre société, c'est le travail. C'est le travail. Rapport de force, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Moi, je crois que le problème, c'est de transformer le travail. On ne peut pas se passer de travail. Et puis, si les gens ne veulent pas travailler, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a un minimum. Enfin, je veux dire, une société peut... Je pense que la nature humaine, justement, elle a envie de se valoriser, elle a envie de faire quelque chose de... Mais si le travail est quelque chose qui est vraiment de plus en plus délétère, qui a envie de... Les jeunes, ils ne veulent pas de ce travail-là. Ils Hein. ne veulent pas ce travail-là, c'est pas pour cela qu'ils ne vont pas travailler. Oui, c'est pas pour ça qu'ils vont pas être actifs et qu'ils vont pas remplir leur vie de l'autre manière. À partir du moment où on peut l'assurer quelque part leurs besoins primaires, on dit, bon, peut-être que cette libère-là peut-être du mental pour faire autre chose, certainement plus intéressant. Ou dans le domaine des... Et moi, j'ai pas compris le principe à la base qui permettrait
de rémunérer les gens à 18 ans comme... Non, mais après, Hein ça serait... C'est différent en fait. Dans Oui, c'est le différent. salaire, Dans la le salaire universel qui a été proposé par Benoît Hamon Oui. aux élections présidentielles, il me semble que c'est différent que ce que Oui, propose. le salaire à vie. Mais c'est pas très... Enfin, moi, Effectivement, il y a la question qui reste, ce que Friot, merci à l'époque de l'avoir invité à Rony pour exposer sa théorie, qui reste, je trouve, moi, pas très claire. Moi, j'ai jamais compris. Dans la non plus. mesure où on n'explique pas le rapport avec le travail et comme vous l'expliquez avec l'organisation du travail. C'est ça. Et le plus clair, le salaire à vie existe aujourd'hui avec les régimes des fonctionnaires. Oui, C'est-à-dire on n'est pas payé selon une expertise, mais selon une qualification qu'on peut. Et par contre, l'organisation du travail, elle est toujours là. Oui, mais en plus, les fonctionnaires, ils travaillent. Les fonctionnaires, ils travaillent. Pour lui, c'était une certaine manière de pouvoir changer un peu, justement. En tout cas, d'être moins assujetti, quoi, quelque part. Bon, J'ai une écoute, question oui. rapide. Oui. Je voulais avoir votre avis sur ce qui se développe, et ça répond à une attente des jeunes qui possèdent une expertise technique, surtout dans le domaine informatique, ce qu'on appelle les freelances. Oui. C'est-à-dire qui refusent cette subordination à un employeur et qui disent dites-nous les objectifs d'une manière générale ou le contrat. Et nous, on répond à ça, on s'organise comme on peut, on garde la main sur le temps de travail, on garde la main, mais on répond à vos attentes d'une manière contractuelle. En fait. Oui. Alors, c'est effectivement l'auto-entrepreneuriat, le freelance, voire l'ubérisation. C'est effectivement toute une tendance sur laquelle mise le patronat en se disant pour les jeunes qui sont réfractaires à la subordination, on va pouvoir les employer comme ça. Mais il me semble qu'il y a une dépendance économique qui est tellement forte. Qui est toujours le même côté. Oui, Et puis les conditions. Oui. Non, alors justement, et j'allais dire, ça crée un isolement absolument... je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu ce livre qui s'appelle « Au bal des actifs », où il y a Damasio notamment. Ce sont des futuristes qui ont écrit un livre où ils imaginent justement la société de demain, au travail, où chacun sera dans son coin, chez lui, comme confiné, quoi, comme quand on était confiné en télétravail, et c'est tellement angoissant. Moi, j'ai pas pu le terminer parce que c'est une horreur. Il n'y a plus de société. Il n'y a plus de société. Il faut qu'on fasse société quand même. On a besoin d'être les uns avec les autres. Le travail, c'est essentiellement de la coopération. Et il faut que de cette coopération sorte une certaine qualité des relations humaines, une certaine qualité des relations sociales, qui nourrissent aussi l'identité citoyenne, l'identité sociale qu'on a, il me semble. Et pour que faire société aussi uniquement par le truchement du travail, on peut faire société autrement. Ah ben alors dites-le aux femmes qui ont fui leur foyer, justement. Non mais je dis pas que ça... Non mais c'est vrai. Non mais le problème, pourquoi les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail? C'est à la fois pour assurer leur autonomie, leur indépendance, mais elles disaient on peut pas rester enfermé, on peut plus rester enfermé. Nos enfants vont à la maternelle, à l'école, parce que on peut aller à la maternelle à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Et donc voilà, on veut vivre. Elles disaient et il y avait un film de Godard sur le banlieue, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui était extraordinaire de ce point de vue-là. On voyait que les femmes attendaient à la maison le retour des enfants, le retour des maris. Mais c'est une vie d'attente où on ne vit pas la vraie vie. La vraie vie. On le voit en télétravail aussi, on dit tout le temps, quand on fait des réunions en visio, oui, mais quand est-ce qu'on se verra vraiment? Quand est-ce qu'on verra? Ben oui, on a l'impression de ne pas être dans la véritable existence, dans le vrai monde. Et c'est vrai que le travail, c'est une occasion de se confronter à d'autres problèmes, à d'autres rationalités, à d'autres gens qui ont d'autres cultures, d'autres modes de vie. C'est fondamental. C'est une recherche de sens pour les jeunes. Ben oui. Sur la jeunesse, l'économie sociale et solidaire. Il y a une question là dans la salle, Madame Louis. Sur l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire, eux, pareil. Il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle C'est pour la bonne cause. J'ai oublié son prénom, mais il s'appelle Cotin-Marx, et il explique qu'il y a une dégradation terrible des conditions et de l'organisation du travail dans l'économie sociale et solidaire, qui est justifiée par les directions, qui sont souvent des bénévoles d'ailleurs,
au nom de la bonne cause. Mais nous, on sait pourquoi on vous oblige à faire du travail dur, épuisant, etc. C'est pour la bonne cause. Oui, toujours le même problème. Hein? Si je peux me permettre, parce que on connaît un petit peu le sujet, pas que, vous avez répondu à un instant tout à l'heure, en fait, c'est que ce modèle-là, il baigne en fait dans la concurrence des autres entreprises. Maintenant, oui. Aujourd'hui, pour exister, pour pérenniser ce modèle social, eh ben, on doit absolument s'adapter et imposer quand même un régime économique dur dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et c'est ça, mais vous l'avez bien résumé, il n'y a pas d'alternative. Oui, voilà, mais ça c'est depuis une trentaine d'années, parce qu'avant, ils avaient des subventions dans l'économie sociale et solidaire. Et maintenant, il faut proposer des projets en concurrence avec les autres. Et ça a tout transformé, absolument. Absolument. C'est la performance. Oui. Mais vous savez, on est en plein temps dans la transposition des textes européens. C'est qu'aujourd'hui, on parle des mutuelles, on connaît dans les mutuelles, ça n'existe pas dans les entreprises. Ouais. Et du coup, ils avaient un régime spécifique. Et ce régime spécifique, il est en train de disparaître parce qu'on vient de transposer les textes européens qui ne reconnaissent pas les mutuelles et on est assimilé à des assurances et des banques. On est dans le même régime de ce qui s'appelle ce mais c'est ça. Il n'y a plus une logique spécifique de constitution des fonds, comme pouvait avoir à partir de subventions l'entreprise sociale et solidaire. C'est fini ça. Donc nous allons peut-être conclure. Y a-t-il des questions? Parce que c'est presque toujours les mêmes qui ont parlé. Oh là là, attention. Hein. Non mais il faut essayer de capter d'autres questions, s'il y en a d'autres. Ils sont pas obligés, les gens ne sont pas obligés de poser des questions. C'est s'ils ont envie. Ils peuvent réfléchir dans leur tête tranquille. Hein. Bon. Non mais c'est vrai. Très bien, je vous remercie d'être venu. Merci. Merci à vous.